Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Nous sommes de retour, comme Gandalf dans les deux tours. Et nous allons parler aujourd'hui du Grand Prix du Qatar avec moi, Thomas Fitzardo. Salut Thomas. Salut Clément, j'espère que ça va bien, ça me fait plaisir de te retrouver et de vous retrouver surtout après cette pause plus ou moins longue. C'est vrai, ça me fait très plaisir de revenir, surtout pour un circuit, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien quand on voit des circuits qu'on n'a pas vus depuis 1 ou 2 ans qui reviennent, je trouve ça assez sympa, je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, je suis d'accord, mais alors pas celui-là. Celui-là, je l'aime pas. On va en reparler un peu plus tard. Là, on va parler limite de piste, on va parler vibreur, mais moi, j'aime pas ce circuit. C'est un très bon circuit moto, mais en voiture, j'aime pas. Ouais, il fait partie de cette catégorie de circuit moto que j'aimerais bien voir une fois tous les 4-5 ans, pas tous les ans, pas en 10 ans comme on va l'avoir, mais tous les 4-5 ans, genre avec le Mugello, Termas, Buriram, Le Mans, Ouais, Portimao, tu vois, des trucs que de temps en temps, oui, tout le temps, non. Mais ouais, je je comprends. comprends tout à fait ton idée là-dessus, effectivement, oui. Justement, parlons de ce week-end, un week-end sprint, un de plus. Est-ce que c'est un format, toi, que tu aimes bien ou est-ce que c'est un truc qui te saoule à force, ces week-end sprint? Avant le week-end, je t'aurais dit que ça me saoulait. Maintenant, je trouve C'est pour ça que je te pose que... la question. Parce Ouais, que, là, mais j'ai bien compris. Mais je trouve que ce week-end sprint a apporté des belles choses. Au-delà du résultat brut, avec, euh, avec la victoire de Piastri samedi, j'ai trouvé qu'il s'est passé des choses. Est-ce qu'il se serait passé plus ou moins de choses sur le sprint? Je ne sais pas, parce que finalement, on a eu cette course un petit peu hachée par les pit stops à cause de la FIA qui a limité les temps de relais. Donc au final, c'est comme si on avait un Grand Prix qui était composé de 3 ou 4 sprints. Maintenant, est-ce que... Ouais, si. Ce week-end, c'était bien, ça justifiait. J'avais assez peur que ça double pas. Et finalement, que ça soit les deux qualifs, que ça soit les deux courses, eh ben, j'ai passé un bon moment, encore une fois, devant un circuit que j'aime pas. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai pas regretté mon temps passé devant la télé. Voilà. hmm. Et encore une fois, ça rejoint un peu le constat qu'on fait depuis le début, c'est quand on fait des sprints sur des circuits qui sont naturellement nerveux, comme c'est le cas à Interlagos aussi, bah, on a des week-ends qui sont plutôt agréables. Par contre, quand c'est des sprints sur des circuits plus monotone et qu'on essaye de relancer par ces sprints-là, le format ne marche pas et ça nous rajoute juste de l'ennui à l'ennui. Et là, pour le coup, effectivement, sur un circuit qui est plutôt nerveux, même si bon, il a des caractéristiques un peu spéciales, hein, c'est un circuit moto encore une fois, ça peut rajouter et ça a beaucoup rajouté. Tu l'as dit, en plus le problème des pneus a aussi joué dans ce week-end-là. Ouais, non, t'as raison, et surtout, il y a un autre truc, il y a un autre truc aussi, je trouve, qui était intéressant dans ce week-end. Enfin, c'est le nouveau format des sprints, là, qui change un peu depuis ce qu'on a depuis, quoi, 2021, les sprints. Oui, Maintenant, on dissocie complètement la journée du samedi, et je trouve ça bien, parce que par rapport à ce que t'as dit, on a eu aussi des cas, je pense aux premières courses à Monza ou Silverstone, où en à fait, Silverstone, je pensais, ouais. on avait des ratés en qualif. Et le sprint, comme le sprint jouait pour la grille de départ du dimanche, et ben en fait le sprint avait tendance à ramener tout le monde à sa position et à recréer une grille hyper conventionnelle et toutes les surprises disparaissaient. Là au moins, si tu as des surprises, c'est complètement séparé le samedi du reste du week-end et je trouve ça vachement bien parce au moins bah, tu sais que les surprises tu les conserves et ce que tu vois une journée n'est pas forcément signe de ce que tu vas voir le lendemain. Et ça j'aime bien. Effectivement, et puis ça nous permet en plus d'expérimenter en réalité un week-end à 2 jours avec le Oui. vendredi et le dimanche, qui est quelque chose qu'on a pas mal réclamé et peut être un format alternatif assez sympa aussi à voir de temps en temps. Si on revient sur le résultat brut de ce Grand Prix, du coup, victoire de Max Verstappen, titre pour Max Verstappen, le troisième titre pour Red Bull, ça on le savait déjà. On va parler très vite fait de Max Verstappen, on va parler plus en longueur de Red Bull pour Sergio Perez. Mais retour à la normale pour Max Verstappen depuis 2 courses après un Grand Prix de Singapour assez tumultueux. Finalement, on revient sur ce format de saison qu'on avait dit il y a longtemps, qu'on imaginait une seconde partie de saison à la Vettel 2013. Là, on voit pas trop ce qui peut se passer sur des courses comme ça. Effectivement, il a l'air intouchable. Non mais voilà, tant mieux. Enfin, félicitations à Max Verstappen pour son troisième titre, qui doit être le plus jeune triple champion du monde de l'histoire.
Maintenant, on passe à autre chose. Alors, la domination Verstappen ne va pas s'arrêter, hein, je vous déçois tout de suite. Mais on passe à autre chose. On se focalise sur d'autres arcs. On savait que ça devait arriver. C'est arrivé. On note encore une fois qu'il a son titre dans des circonstances bizarres. On va pas revenir sur 2021, on va pas revenir sur 2022 et la pénalité de Leclerc, etc. Mais là, voilà, il a son titre le samedi. Il a pas son titre le dimanche comme un joueur normal. Verstappen, il a ce don pour les accumuler avec à chaque fois leur particularité, des choses qu'on a rarement vues avant. Et ben c'est pour lui à chaque fois. Et quelque part, est-ce que ça fait pas un peu de la peine pour lui? Alors on va pas le plaindre, il est triple champion du monde, mais est-ce que ça fait quand même pas un peu de peine de se dire qu'il peut pas célébrer de façon normale son titre un dimanche soir en se mettant la tête à l'envers comme il doit très bien le faire? C'est un peu bizarre dans les bons contextes, etc. Je trouve ça marrant. Il y a un pattern avec Verstappen, 3 saisons de suite, je trouve ça marrant. Ouais, c'est vrai qu'en plus, si on liait en plus à ça toutes les polémiques qu'il y a eu autour du budget de Red Bull l'an dernier, c'est vrai qu'on Oui, en aimerait pour plus. lui qu'il ait un titre propre parce qu'il le mérite et un titre normal, tu as dit, parce que cette année, en soi, il est propre, mais c'est juste qu'il est dans des conditions un samedi. On aimerait, comme tu dis, qu'il ait un titre classique le dimanche à l'issue d'une célébration de course, qu'il fasse des donuts, qu'il fasse la fête le C'est soir, plein ça. d'interviews, et voilà. Mais bon, il n'a pas encore eu le droit à ça, peut-être un jour, pour l'instant, c'est toujours des titres étranges. J'aime bien, tu as dit peut-être un jour et pas peut-être l'année prochaine. Ça me donne de Je... l'espoir. Nous essayons de mettre du suspense là où il n'y en a pas, bien évidemment. Euh, Tu l'as dit, donc le suspense est plus pour la suite du classement, et Ouais. notamment pour cette deuxième place, puisque si Sergio Perez a encore de l'avance, encore un week-end où Sergio Perez a montré beaucoup de difficultés. Helmut Marko et Christian Horner ont encore redit à l'issue de la course qu'ils allaient passer du temps avec lui pour lui réexpliquer. On l'a vu très en difficulté sur les tracks limites, faisant pas mal d'erreurs, notamment le samedi. Qu'est-ce qu'on pense encore une fois de la dynamique de Sergio Perez et est-ce que le duo Alonso-Hamilton peut lui revenir dessus malgré les 30 points d'écart d'Hamilton sur Perez? C'est difficile à dire. Je pense que là où Perez a de la chance, c'est que le début de saison de McLaren, on va en parler après, mais le début de saison de McLaren était très laborieux. Donc Perez a pris de l'avance par rapport à eux. Aujourd'hui, si tu mets un Norris par exemple au niveau de points d'Hamilton, je parie que Perez ne finit pas le championnat en deuxième place. Maintenant, c'est pas le cas. Comme tu l'as dit, c'est Hamilton qui est troisième. Hamilton enchaîne pas mal la poisse. Je trouve que cette année, il est à un bon niveau, il est mieux que l'année dernière. Bon, il y a plein de raisons qui doivent expliquer ça. On a parlé entre autres des réglages là qu'il essayait l'année dernière pour essayer de remettre l'écurie dans le droit chemin. Bon, je trouve que cette année, il est beaucoup mieux et il prend vraiment l'ascendant sur Russell qui me déçoit un petit peu à titre personnel. Mais par rapport à Perez, c'est un pilote énigmatique. C'est-à-dire que je pense que personne, à part lui et son père, personne n'a cru à un titre cette année, ou une autre saison, mais surtout cette année, même après les 2 victoires de début de saison. Mais ce qui se passe, c'est qu'après 5 ou 6 grands prix, on l'a vu s'écrouler. On l'a vu ne même plus être capable de faire des deuxièmes places régulières derrière son équipier. On l'a vu à la traîne, à la lutte avec des voitures qui étaient des fois quatrième, cinquième ou sixième en termes de hiérarchie dans le classement. Et donc ça menait à des dixièmes places, voire des courses ou des qualifs en dehors des points. On se rappelle de sa série là au printemps, été, enfin surtout au printemps, où il a fait une série de je crois 5 grands prix sans aller en Q3 et la moitié Absolument, était même pas en Q2. Enfin c'était catastrophique. Donc c'est très bizarre. On a Perez qui a réussi à dompter la voiture au début, qui s'est écroulé, et depuis qu'il s'est écroulé, il n'arrive plus à remonter. Sa dernière victoire, bah c'est simple, hein, ça doit être en Azerbaïdjan. c'est en Azerbaïdjan, absolument, pour Donc le c'était titre le Imoram. 30 avril. Ouais, voilà, c'était le 30 avril. Et depuis, même les podiums, on commence à les chercher un petit peu. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu évidemment l'Italie et la Belgique, mais on commence à les chercher, les podiums, et moi je me demande où il va finir le père Sergio Perez. Surtout que bah derrière, il y a des petits gars qui toquent à la porte chez Red Bull. On parle de Tsunoda qui fait une saison plus que correcte. Il y a Ricciardo qui pourrait être un bon leader chez AlphaTauri. Je ne parle pas de Red Bull, mais même si il est hyper marketable, je pense qu'il a clairement un œil sur le baquet Red Bull. Et il y a Liam Lawson. Donc la situation de Perez, je la comprends pas parce que pour moi, il a un niveau, il montre aujourd'hui un niveau qui n'est pas le sien,
qui est net. C'est pas un pilote que j'apprécie, mais il a un niveau qui est largement supérieur à ça. Et je comprends pas pourquoi il n'y arrive pas. Je crois que Red Bull non plus ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Je crois que lui-même ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Et je trouve ça hyper décevant et c'est dommage. Et je pense pas, avec le nombre de courses qui restent et la dynamique du championnat, je pense pas qu'Hamilton ou Alonso passe devant Perez au championnat. Même s'il y a encore 3 mois, je pense que ma réponse aurait été différente. Mais je trouve que c'est hyper inquiétant pour Perez et on se retrouve avec un scénario qu'on a vu par exemple en moto chez Honda avec Marc Marquez. Heureusement pour Red Bull que Verstappen est aussi fort parce que Verstappen, on rappelle qu'aujourd'hui au lendemain du Qatar il a 433 points alors que Mercedes en deuxième place du championnat constructeur en a 326. Donc Verstappen tout seul a plus de 100 points d'avance sur Mercedes à 2 pilotes. Donc heureusement qu'il y a cette force chez Verstappen. Maintenant, Red Bull doit quand même se poser la question. Moi, je vois une écurie McLaren qui revient très 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 fort, qui, si elle continue sur cette dynamique, l'année prochaine, pourrait priver Red Bull du titre, et j'ose le dire, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Là, tu prends ces derniers Grands Prix, si tu mets ça sur toute la saison, je suis désolé, c'est McLaren qui est titre de constructeur, et pas Red Bull, même si Red Bull aurait Verstappen. Et donc, pour moi, il faut très vite que Perez se réveille. Tu parlais de la dynamique de Sergio Perez, c'est bien simple, là, sur les 3 manches asiatiques qu'on a eu, Singapour, Japon, Qatar, en termes de points, c'est le 12e. Il est 12e pilote puisqu'il a marqué 4 points à Singapour et 1 point au Qatar, c'est tout. Et encore, il a profité des pénalités d'autres pilotes en track limit pour marquer ce point, mais 11e sur 20, c'est pas suffisant. Tu parlais de son rythme aussi, je l'ai posté sur le Twitter du compte, mais... Sergio Perez ce week-end est sorti de la zone des 101% en qualif en moyenne sur la saison. C'est maintenant officiel. Il avait déjà un rythme qui n'était pas terrible en première partie de saison. Il n'a pas trop bougé, mais son rythme en seconde partie de saison reste le même. Et le problème, c'est que le rythme des autres s'améliore. Tu as dit, notamment les McLaren qui sont en train de faire un gros gap en avant. On va en reparler. Et donc, du coup, il sort de cette zone-là. Il va bientôt passer derrière les 2 pilotes McLaren en termes de dynamique en qualif, ce qui va le placer en 9e position. Ce qui est assez affolant en termes de rythme, c'est-à-dire derrière les 2 Mercedes. Ça, c'est sur l'ensemble de la saison. C'est sur l'ensemble de la saison, t'imagines. Ce serait intéressant de le faire après le break estival, ouais. Voilà, c'est... Alors, je l'ai en échantillonnage, si tu veux, je peux te le donner sur le break estival, combien il est, si ça t'intéresse, parce que ça peut être... Et je pense que typiquement, t'as les 2 McLaren qui sont dans le top 4 ou 5, et Perez, il doit être assez loin, quoi. Je pense que... Sur la deuxième partie de saison, pour l'instant... T'as Norris qui est 4ème, Piastri qui est 7ème et Perez qui est 9ème. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, effectivement, comme tu as bien fait de me le demander, est-ce qu'effectivement il est derrière Alonso, il est derrière les Ferrari, derrière tout le monde. Et tu l'as dit, la dynamique va courir en sa faveur. Moi, je pense qu'il peut se faire attraper par Hamilton, surtout qu'on va avoir quand même 2 Grands Prix sprint dans les Grands Prix qui restent, que c'est des Grands Prix où pour l'instant Sergio Perez n'a pas forcément su enchaîner, parce que sur les Grands Prix... Rappelle-moi les 2 sprints, s'il te plaît. On doit avoir Sao Paulo et Mexico. Et Sao Paulo, Austin. Ouais. Austin, d'accord. Merci. Il reste le Grand Prix du Mexique à la maison qui peut être un point d'accrochage dans cette fin de saison et dans ce triple header qui va arriver. Il n'a jamais été excellent au Mexique. Oui. C'est pas un Grand Prix qui lui réussit plus que ça. Je parlais plus de retourner dans son environnement, mais tu as raison, ça peut aussi le noyer. Et puis il y a ce Grand Prix à Las Vegas où on va encore nous vendre le Sergio Perez King of the Street, mais le King of the Street, on l'a vu à Singapour, l'a vu au Canada, on l'a vu à Monaco, King of the Street de rien du tout. Donc voilà. Ouais, t'as raison, c'est un peu dramatique, mais t'as complètement raison. Donc, et tu fais bien de parler de la saison prochaine, mais la dynamique, oui, Red Bull doit se poser des questions. Et avec l'excellente saison de Yuki Tsunoda qui montre qu'il est un leader aujourd'hui en termes de rythme, pas forcément en termes de points, mais en termes de rythme, parce qu'il a eu pas mal de malchance. Et justement, tu peux partir peut-être sur un ticket Ricciardo leader d'AlphaTauri avec Lawson à côté. Oui, c'est pour ça que je dis ça, tout à fait. Oui, voilà, ça peut être la très bonne idée. Et Perez, pour moi, son siège, il n'est pas du tout assuré. Tout va dépendre de cette fin de saison où non seulement Hamilton va lui remonter dessus, mais les 2 McLaren aussi. Et j'en profite du coup pour faire la transition et pour parler de McLaren, mais la Norris a très clairement dit qu'eux visaient la 3e place constructeur, visaient de dépasser Ferrari. Donc ils parlent même plus d'Aston Martin, pour eux c'est ils sont en train de les manger suffisamment. Et pour donner de l'eau à ton moulin avant de te laisser commencer sur McLaren, juste on parlait des rythmes en qualif cette saison.
McLaren, c'est un progrès de 0,5% entre la première et la deuxième partie de saison. 0,5% sur une qualif comme celle à Lusail qu'on a eu là, c'est 4 dixièmes. Et c'est la meilleure progression. Derrière, Williams est à 0,3%. Donc à 2%, à 0,2% derrière. Tu vois, sachant qu'entre-temps, Red Bull, ils ne se sont pas tournés les pouces. Hein. Sachant qu'entre-temps, Red Bull, ils n'ont plus la voiture de début d'année. Ouais. Voilà, alors Red Bull pour l'instant est dans la même zone à peu près, ils sont à 0,02%, donc ils ont un peu régressé, mais parce que les autres ont amélioré, donc forcément comme c'est une histoire de pourcentage les uns par rapport aux autres, c'est une histoire de balance. Mais les deux plus gros gaps de la saison pour l'instant en deuxième partie, c'est Williams et McLaren très loin devant, ce qui nous amène à cette question, est-ce que McLaren peut aller chercher Ferrari au classement ? J'aime bien la façon dont tu ne parles même pas d'Aston Martin, où c'est déjà fait pour tout le monde. Le problème, c'est que c'est la même question que pour Red Bull. Hein. Quand tu te bats un pilote contre deux... Ah, mais clairement. Mais même s'il y avait deux pilotes aujourd'hui, tu prends deux pilotes chez Aston Martin, ils font pas le poids. Même, tu vois, là, typiquement, ce week-end, McLaren marque 47 points, alors que Aston Martin n'en marque que 9. Donc même s'il y avait deux pilotes, on peut doubler le score d'Aston Martin. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait toujours que 18 points, et donc ça fait presque 30 points perdus sur McLaren. Aujourd'hui, McLaren a 11 points de retard sur Aston. C'est fait. Enfin, je veux dire, le rythme est là, c'est fait. Maintenant, Ferrari, il y a à peu près 80 points de retard. Ou Ferrari a 80 points d'avance sur McLaren, comme on veut. Et Ferrari a quand même deux pilotes. Alors, Leclerc fait parfois des erreurs. Sainz, que je porte pas plus que ça dans mon cœur, et a un rythme un petit peu chancelant, un petit peu de malchance, mais il est aussi un peu chancelant dans son rythme d'un Grand Prix à l'autre. Là, typiquement, quand on le voit faire 12e en qualif, bon, il y a quand même un problème quelque part des fois, alors qu'il sait faire de très belles perfs comme à Singapour ou à Monza. La voiture, la Ferrari a pas tant de déficit que ça sur McLaren pour perdre 80 points. Même en exécution de course, je trouve qu'ils sont pas si mal. On les a beaucoup critiqués, et moi le premier. Il y a des moments où ils étaient vraiment nulle part. J'ai l'impression que Vasseur remet quand même une bonne dynamique là-dedans et arrive à les refaire travailler à peu près au bon niveau. Là, je vois les pit stops. Alors ils avaient qu'une bagnole, je suis d'accord. Mais les pit stops sur Leclerc, ils étaient parfaits. Hein. Moi, j'ai vu du 2.1, du 2.3. Rien à dire. On va peut-être pas parler d'Alpine, mais Alpine, c'est du 3 à 4 secondes. Ferrari, c'est du 2.1, 2.3 rock stable. Très très bien, il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Donc, je pense pas que Ferrari va perdre cette troisième place. Je pense que le top 4 est à peu près écrit. Bon, Red Bull, on sait que c'est fait. Évidemment, c'est officiel. Mercedes restera deuxième, Ferrari troisième et McLaren quatrième. Je pense que ça, on n'en déviera pas. On n'en déviera pas du tout et Aston passera cinquième. Je pense qu'il va peut-être pas y avoir beaucoup d'écart entre Ferrari et McLaren, peut-être une trentaine de points, mais je serais étonné que McLaren arrive à passer devant. Pour cette année. Pour cette année. Alors après, moi, le seul truc qui me fait donner un petit espoir pour McLaren, c'est qu'on est quasiment 6 Grands Prix, hein, parce qu'on a 5 Grands Prix, mais avec 2 Grands Prix sprint, donc on a quasiment 6 Grands Prix à faire encore en termes de points, et tu divises 80 points par 6, finalement il ne te reste pas tant de points que ça à aller chercher. La question c'est, il suffit d'un bon week-end ou deux de Ferrari pour assurer ces points-là, donc c'est là où ça sera dur. Il faudra faire une fin de saison parfaite pour McLaren, mais la dernière chose dont j'aimerais parler pour clore ce chapitre McLaren, c'est que la dynamique est, tu l'as dit, en fait on parle de 2024 parce que la dynamique est très bonne. Norris fait une très bonne seconde partie de saison comptablement et en termes de rythme. Oscar Piastri s'est vraiment mis dans le rythme et fait passer encore une fois notre ami Laurent Rossi pour un idiot. Et ce duo, pour l'avenir, s'ils ne se mangent pas, ils finiront forcément par se manger parce que c'est la F1. Oui. Mais tant qu'ils ne se mangent pas pendant au moins un an, ça peut vraiment embêter Red Bull. Et ce que tu disais, d'aller embêter Red Bull pour le titre constructeur en 2024. Ah mais clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi aujourd'hui, je l'ai dit à la rédaction en écrit, pour moi c'est aujourd'hui un des deux meilleurs duos du plateau de la F1 avec Mercedes. Parce que Red Bull n'a pas de duo, Aston Martin non plus, Ferrari a un pilote qui joue dans la même cour que les deux pilotes McLaren, mais un autre qui est un petit peu derrière. Alpine a deux pilotes qui sont moyens plus, on va dire. C'est des très bons pilotes, mais ils ont pour moi pas l'étoffe d'être des champions en puissance comme Norris ou Piastri. Donc je pense que McLaren a un des deux meilleurs duos, peut-être sera le meilleur duo dans un an. Ça, c'est trop tôt pour le dire, je pense.
Et oui, par contre, inévitablement, ils vont se bouffer un moment. Ils vont se battre. Ça va mal finir. On l'a vu. Bon, j'espère que ce sera le plus tard possible. Je pense que tant qu'aucun des deux ne joue le titre pilote, ça va bien se passer. S'il y a le titre constructeur derrière, parce Tant que que je les pense deux ne que jouent pas le titre pilote, je dirais même plus. Parce que si un des oui, deux joue le titre pilote et pas oui, l'autre, t'as raison. ça peut encore se faire. C'est exactement ça, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Mais surtout, là, s'il y a le titre constructeur à aller chercher l'année prochaine, même si un des deux joue le titre, le titre pilote, comme tu dis, je pense que Zach Brown et Andrea Stella arriveront à garder dans l'équipe cette homogénéité et cette culture d'équipe qui fait que ça marchera bien. Le seul bémol que je mettrais quand même, c'est que ça fait plusieurs saisons. Et quand je dis ça, je remonte à 2019 où McLaren finit fort, voire très très fort, et le début de saison suivant est un petit peu laborieux. J'espère parce que typiquement c'est ce qui s'est passé en 2022. J'espère que ça sera pas le cas en 2024 parce que ça serait vraiment dramatique. Mais s'ils arrivent à finir 2024 là où ils sont en train de terminer 2023, ouais, moi je mets déjà dès aujourd'hui là le 9 août 2023, le 9 octobre pardon 2023, je mets une pièce sur eux pour le titre 2024. Et tu parlais de l'importance de bien commencer sa saison. Typiquement, Fernando Alonso et Aston Martin vivent sur ce début de saison sur lequel la hiérarchie n'est pas forcément établie et eux sont allés chercher les points là-dessus. Donc clairement, c'est l'exact opposé. Aston et McLaren, c'est l'exact opposé. C'est que depuis qu'Aston marche plus, McLaren remarche. Donc à peu près depuis juste après le Canada, plus ou moins. Et effectivement, il y a les podiums d'Alonso en début de saison où, rappelez-vous, on se prenait à rêver d'une victoire pour Alonso. Bon, bah, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est plutôt McLaren qui est là pour la victoire. Il y a eu une victoire en sprint, on l'a pas dit, mais Piastri reste vainqueur de sprint et non pas de Grand Prix. Mais ça reste une performance exceptionnelle, je trouve, surtout pour un rookie de cet âge-là. C'est un des meilleurs rookies depuis... Je sais pas, mais je pense que pour moi, sa saison de rookie est meilleure que celle de Leclerc, que celle de Verstappen, de tous ces pilotes, donc je pense qu'on peut presque remonter à... dire meilleur que Verstappen, parce qu'à la saison de rookie de Verstappen, il y avait eu beaucoup d'erreurs. Le fait qu'il était mineur aussi, qu'il était vraiment très très jeune. Non, puis la voiture était pas non plus à ce niveau-là, malgré tout. Donc, oui, aussi, oui, absolument. Effectivement. Moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure saison de rookie depuis Lewis Hamilton. C'est pas au niveau d'Hamilton, pour plein de raisons, mais c'est la meilleure saison de rookie depuis Hamilton. À mon sens. Moi j'aurais mis Leclerc dans la discussion aussi parce que j'avais trouvé sa saison rookie très très forte, mais oui. Ouais, il était très fort en rookie, effectivement. La voiture était un peu plus loin, donc c'est un peu plus difficile. Après Ericsson n'était pas si loin. Très forte aussi, mais mais tu vois, Ericsson n'était pas si loin de Leclerc. Ericsson, c'est pas le pilote, c'est pas le top pilote non plus. Donc c'est pour ça que je mets Leclerc juste derrière. Mais ça s'entend. Non, je comprends. Du coup, tu parlais d'Aston Martin. Parlons de notre dernier sujet aujourd'hui. L'ami Lance Stroll. Lance Stroll qui a terminé, alors comme tous ses congénères, la course dans un état. D'ailleurs, si tu veux peut-être qu'on parle de ça avant, juste 2 secondes. Non, justement, on va parler d'abord de Stroll et après on parlera de ça. Ça fera. D'accord. Bon, alors on va commencer par Stroll. Stroll qui encore une fois a enchaîné une contre-performance, une de plus, qui est 10e au classement et qui lui pour le coup n'a marqué aucun point depuis la trêve, puisqu'il reste sur une 11e, 16e place, un non-départ à cause de son crash en qualification à Singapour, un abandon au Japon et encore une fois une 11e place là, liée à ses erreurs de track limit. On parlait de son rythme en qualification, Lance Stroll déjà en première partie de saison, alors que la Aston Martin était plutôt à son avantage, c'était pas bon. Là, sur la deuxième partie de saison, il est 19e sur 20. Derrière lui, il n'y a que Guan Yu Zhou qui a un plus mauvais rythme en qualif depuis le retour de la trêve. C'est très alarmant, Lance Stroll. Et il y a plusieurs sujets à aborder, donc je te laisse le faire dans le sens dans lequel tu veux. Ouais, en fait, pour moi, il y a 2 sujets et les deux vont ensemble. C'est qu'effectivement, il a des performances qui sont alarmantes. Il a d'ailleurs pas de podium cette saison. Alonso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiums si je compte bien, donc ce qui est exceptionnel. Stroll n'en a même pas. 7 podiums ? Oui. Bon, ok, très bien. Donc 7 podiums. Stroll n'en a pas. T'as compté les Pays-Bas ? Oui, j'ai compté les Pays-Bas. Ouais. Ok. Donc 7 podiums. Stroll, seul membre du top 12 à ne pas avoir de podium d'ailleurs. Ben, exactement. Et comme tu l'as dit, Stroll depuis l'Autriche, qui commence à remonter, c'est 3 points.
C'est 3 points depuis l'Autriche. Alors Alonso, on n'a pas mis des milliers non plus, mais il en a mis quand même quelques-uns. Et Alonso est le seul à porter cette équipe. Et Stroll, ça joue sur son mental. Je pense que là, ce week-end, on a vu un Stroll détestable. Je le dis comme ça parce que là, je le pense vraiment. On a eu un Stroll qui est peut-être arrivé au bout de lui-même, dans le sens où il n'arrive pas à performer. Ça l'énerve. Et il s'énerve sur les autres. On l'a vu, son attitude en qualif était déplorable. Il jette son volant dans le garage, il pousse 2 fois son physio ou mécanicien, je pense que c'était son physio, mais il le pousse 2 fois, il l'envoie chier. En interview, bon, les interviews c'est toujours un peu particulier, mais en interview, ça se résume à 4 mots, ses interventions. Enfin, là c'est déplorable. Il n'y a pas le niveau, on a l'impression qu'il trouve pas les solutions, que ça l'énerve. On sait même pas s'il pense que le problème est chez lui ou chez l'équipe. Il est dans une situation très particulière, on l'a déjà dit 1000 fois, mais il est quand même en CDI dans cette équipe. C'est le seul pilote de l'histoire qui a eu un CDI en F1. Et on va dire ce qu'on s'est dit avec Louis particulièrement. On pense que Stroll est en train de vivre le rêve de son père, mais pas le sien. Alors, Verstappen aussi vit le rêve de son père, mais c'est aussi devenu le sien. Stroll, il ferait du commerce ou du marketing à vendre des rouleaux de PQ, j'ai l'impression que ça serait pareil pour lui. Et c'est là où c'est dramatique, je pense qu'il en a marre, il veut aller faire autre chose. Peut-être le WEC avec la Valkyrie qui va être engagé en 2025, mais Stroll en F1, pour moi, je pense que le torchon a brûlé, c'est fini, et il n'y a plus que son père qui le veut dans l'équipe. Même lui ne veut plus être dans l'équipe. Ouais, et non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Et ce qu'il a gardé pendant des années à ce niveau, c'est que en fait, il avait le talent pour être là et que ça légitimait. C'est un bon pilote, on peut pas revenir là-dessus. C'est un bon pilote, absolument. Mais on est beaucoup à le penser. Moi, je vous rejoins tout à fait, Louis et toi là-dessus. C'est que c'est pas sa passion première, c'est la passion de son père. D'ailleurs, c'était Gaëtan Vigneron qu'on a parlé pendant le commentaire du Grand Prix qui disait que sa fille aussi, donc la sœur de Lance Stroll, la fille de Lawrence, avait été mise à un instrument de musique pendant des années par Lawrence qui voulait absolument qu'elle joue de ça. Et un jour, elle en a eu marre, elle a dit on arrête, mais il a fallu vraiment qu'elle rentre en conflit avec son père pour pouvoir arrêter ce que lui avait décidé pour elle. Et là, c'est un peu la même chose, c'est qu'il a sorti pendant des années Lance Stroll de l'école pour le mettre dans un karting, le mettre dans une voiture, il l'a poussé au bout. Et Lance Stroll, ayant eu des résultats pendant plusieurs années, ayant légitimé sa place, on va dire jusqu'en 2020 à peu près, ça allait. Sauf que là, depuis 2 ans, tu te retrouves depuis cette année avec le mangeur de cerveau en chef. En plus. Qui brise n'importe quel de ses coéquipiers, qui a rendu fou des mecs avec un mental d'acier. Donc forcément, quand c'est pas ton univers, quand t'as pas envie et que la spirale commence à être très négative, comme c'est le cas pour Lance Stroll, tout va mal. Et pourquoi continuer ? Et je pense que faire du WEC, s'il a envie de continuer la course auto, bien évidemment, mais s'il a envie de continuer la course auto, faire du WEC, ça lui ferait le plus grand bien parce que ça lui ferait partager la voiture avec d'autres gens, ça lui ferait être dans un environnement plus sain où il pourrait collaborer, où en plus ça serait sans doute lui le leader de l'équipe le plus rapide d'un point de vue chrono, et ses coéquipiers. C'est ce qu'on a vu avec un Giovinazzi par exemple, quoi. Alors Giovinazzi c'est un peu différent parce que je pense que Pierre Goudy par exemple est pas très loin de Giovinazzi en rythme, mais il y a plus de sérénité. Et le leader mental de l'équipe et le leader en termes de chrono, c'est Giovinazzi qui peut donc se reposer sur un coéquipier pour performer. C'est exactement ça, et je pense que c'est ça qu'il faut à Stroll, par exemple dans un programme WEC. Ouais. Oui, mais encore une fois, s'il a envie de continuer le sport auto, bien sûr. Je suis même pas sûr qu'il en ait envie. Et je pense que là, il faut le laisser partir. Faut que son père s'inquiète de la santé mentale de son fils. C'est ça. Mais je pense que c'est, je vais pas dire que c'est trop tard, mais je suis pas sûr que Lawrence le voit. Et je pense que tu as raison d'utiliser le mot trop tard, parce que peut-être qu'en le faisant avant, ça lui aurait peut-être sauvé son bout de passion pour le sport auto. Ouais. Là, c'est peut-être même pas le sûr. Là, le problème, c'est que Stroll, il s'est retrouvé avec un Massa qui, quoi qu'on en dise, n'est pas le plus mauvais pilote de la Terre, c'est pas le meilleur, mais il s'est retrouvé dans son année de rookie avec Massa en face. Il a eu Perez, alors on a décrié Perez tout à l'heure, mais Perez chez Force India Racing Point, c'est un sacré client. Il a eu Vettel et là, Vettel, ça a commencé à être, je pense, le début de la fin, parce que Vettel était clairement sur une pente descendante. Il était décrié de partout, Vettel. Enfin, il sortait des années Ferrari très 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 compliquées. Même avec Raikkonen, il était pas là où on l'attendait vraiment. Avec Leclerc, c'était encore pire. Ça s'est mal fini. Il avait l'air au bout du rouleau, et c'était juste, il se remettait en paix avec lui-même et avec la F1.
et il refaisait un bilan sur ce qu'il avait fait en disant bon, je mérite quand même ce qui m'est arrivé. Il a eu ça, mais Stroll a pas pris de l'ascendant plus que ça sur Vettel. Et là, on lui a foutu Alonso dans les pattes, qui, comme tu l'as dit, est le mangeur de cerveau par excellence. Il est rentré dans la tête de tous ses équipiers. Il a détruit tous les équipiers et même toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Et ça nous a étonné en début de saison. On avait un Alonso qui était très paternel, très paternaliste. Alors, on rigolait un peu sur le fait de dire, à chaque fois qu'il faisait un compliment à Stroll, il gagnait 1 million sur son contrat. Ça, c'était la blague de début de saison. Maintenant, je le retourne dans l'autre sens, c'est que quand il faisait ces commentaires-là, où finalement, il redonnait des conseils basiques de pilotage à un pilote qui était déjà à sa 7e saison et à 150 Grands Prix, quelque chose comme ça, je pense, est-ce que finalement, c'était pas encore plus humiliant pour Lance Stroll ? Est-ce que le fait d'avoir Alonso à côté de toi qui te dit faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, quand bien même c'est Alonso, quand bien même c'est le plus expérimenté, quand bien même c'est un des meilleurs talents de l'histoire de la F1, et peut-être un des palmarès les plus petits par rapport au talent, avec Moss, est-ce que le fait qu'Alonso lui dise tiens, il faudrait que tu mettes ton différentiel comme ça, pense à prendre ta trajectoire, machin, dites à Lance, de faire ça, est-ce que ça, c'est pas humiliant pour un jeune pilote comme Stroll, mais qui est déjà expérimenté, parce que Stroll, il a 24 ans, mais il est déjà à sa 7e saison, et effectivement, il a 138 Grands Prix, donc on va dire il en avait 130 en début d'année. Est-ce que ça, Stroll l'a pas vécu quelque part comme une humiliation, et n'a jamais réussi à se remettre au niveau d'Alonso, et donc ça l'a encore plus humilié et détruit. Moi, je pense que c'est plausible. C'est possible aussi, hein, ce côté paternaliste d'Alonso. Et tu parlais de sa période avec Vettel. C'est pour ça que je disais que jusqu'à 2020, pour moi, il était encore dans ce mood-là. Et d'ailleurs, c'est là où il fait une super perf en Turquie. Et c'est à partir de 2021 où vraiment ça commence à descendre, tu as dit, face à un Vettel qui n'y arrivait plus. Et oui, il y a ce côté d'Alonso. De toute façon, moi, j'ai pas de doute sur le fait que Vettel lui ait donné des conseils pendant 2 ans. Mais il l'a pas fait à la radio de façon très exposée comme peut le faire Alonso. De toute façon, Alonso, c'est un animal politique. Chaque phrase est réfléchie. Voilà. C'est que même quand Alonso fait un bon geste, on peut toujours se demander à quel point c'est un bon geste. Tu l'as dit. Exactement. Il détruit tout et tout le monde. Et oui, et bon, pour Lance, il faudra voir. Mais je pense qu'on approche de la fin et que c'est à lui surtout de dire stop, parce que tant qu'il dira pas stop, comme il est en CDI, il continuera. Et c'est ça. Et c'est peut-être pas la meilleure solution, et pour la F1, et pour lui, et pour l'équipe de son père, et enfin pour tout le monde. Le seul truc là que j'espère, c'est que par rapport à ce qu'on a vu sur ce week-end, et typiquement sur la course de dimanche, on a vu un pilote qui, en plus de ses problèmes psychologiques, commençait à avoir des problèmes physiques. Il y a des vidéos où on le voit, il le dit lui-même, hein, et c'est prouvé à la vidéo. On le voit s'évanouir 2-3 fois dans la voiture. Quand il sort de la voiture, il y a eu Albon aussi pour qui c'était laborieux, mais pour Stroll, c'était vraiment très 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 laborieux. Il s'écroule à moitié sur l'ambulance, etc. Donc il y avait ça aussi là ce week-end qui n'a pas dû aider Stroll, c'était le côté physique de cette course. Pour moi, 3 raisons: la chaleur, l'humidité, et le fait qu'on était déjà sur un week-end sprint qui doit être plus éprouvant, et en plus sur une course où la FIA a limité le nombre de tours, pile ce qu'il fallait pour avoir trois arrêts, hein, parce que si la FIA autorisait 1 ou 2 tours de plus, on n'avait que 2 arrêts. 1 ou 2 tours de plus par train, on n'avait que 2 arrêts. Bizarre. Mais donc ça a fait que les pilotes ont été à fond pendant 57 tours, juste le dimanche, plus comme j'ai dit, les 2 qualifs et le sprint. Et ça, je pense que pour les pilotes, c'était dramatique d'un point de vue physique. Et tout, c'était mort, mais mort de chez mort à la fin. Et Stroll était dans les pires. Justement sur ces conditions de course, déjà l'année prochaine on aura un Grand Prix du Qatar fin novembre. Dieu merci, on arrête de mettre des Grands Prix du Qatar aussitôt dans la saison, parce que ce que disaient les pilotes, c'est qu'il n'y avait pas d'air en fait dans le casque, que ça devenait très compliqué. Lance Stroll, tu le vois. Vas-y. Quand Alonso se sort, je sais plus quel tour là, qui revient un peu à l'arrache, pendant 2 tours, il reste la fumée de son passage dans les graviers. Donc ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun vent. On se croirait sur certaines spéciales de rallye au Mexique, etc., quand il n'y a pas de vent avec la terre qui reste en suspens. Là, c'était exactement ça. Il traverse le gravier et pendant 2 tours, tu vois qu'il y a encore une fumée monstre parce qu'il n'y a rien qui dégage cette fumée, quoi. Donc imaginez les pilotes, même à 300,
même en ouvrant la visière à 300, les pilotes, ils avaient aucun air qui rentrait. Et ça, c'est assez impressionnant. Bah, tu vois Esteban Ocon qui a admis qu'il avait un peu vomi dans le casque pendant la course, que Ouais, Logan Sargent était dans un état de déshydratation assez important. Oscar Piastri, pareil, tu as parlé de Stroll, Charles Leclerc, ça a été la même chose. Et on a vu tous les pilotes ont mis un bon quart d'heure avant de sortir du bâtiment dans lequel ils font la pesée, etc. Là, le bâtiment de la direction de course où ils font tout ça. Ils ont mis un bon quart d'heure parce que c'était une salle climatisée et apparemment ils étaient tous allongés par terre. On l'a vu en cool room avec Verstappen et les pilotes McLaren, mais apparemment tout le monde était dans cet état-là, quoi. Donc ouais, c'était assez impressionnant de les voir vraiment à ce niveau de fatigue physique. Et Leclerc disait que c'était même pas une douleur musculaire ou quoi, c'est juste ils avaient pas mal physiquement, mais ils puisaient tellement dans leurs ressources qu'il y avait plus d'eau, il y avait plus rien. En plus, on sait que les pilotes ont tendance à pas prendre beaucoup d'eau parce que c'est du poids en plus. En plus, cette eau, elle se transforme vite en thé, donc je pense que de l'eau à 50 degrés, ça va pas être très bon, donc ça donne pas envie de boire. Et ça, ouais, c'est ce qui les a mis dans cet état, et c'était hyper dangereux, je trouve. D'un côté, c'est très bien d'avoir vu une course sprint comme ça, enfin un sprint de 57 tours à l'ancienne où on attaque, on fait des tours de qualif et des tours de qualif et des tours de qualif, c'est aussi ce que disait Piastri. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, avoir cette course si tôt dans la saison, ça fait se poser des questions, quoi. Il y a peut-être un petit loupé là du côté de la FIA. Ouais, j'espère que le Grand Prix du Qatar restera soit en mars, soit en novembre, mais il reviendra plus à ces dates-là, parce que ce que disait Verstappen, c'est qu'en fait c'était même pire qu'à Singapour, et pourtant à Singapour, je me souviens, on a eu une année, je sais plus si c'est 2017 ou 2018, où entre ça doit être 2018 parce que 2017 il pleuvait. 2017 il pleuvait, ouais. Les safety cars et du coup les moments longs passés dans la voiture, les pilotes avaient terminé dans des états très très fatigués, mais là c'était pas une question de chaleur, c'était vraiment une question qu'il n'y a pas d'air, et quand t'as pas d'air, bah, ça devient très très compliqué, et ouais, il faudra revoir ça pour la suite. Et revoir aussi ces questions d'homologation de circuit, hein. On en a déjà parlé pour plusieurs circuits, mais les homologations FIA, voilà, ce qu'on disait sur la rédac, hein, mais que Sebring soit grade E et grade 2 et Monaco grade 1, déjà c'est de vastes blagues. On avait vu Jeddah qui a été homologué au dernier moment alors qu'il manquait un bout du circuit. Là, le nouveau circuit est homologué sans quasiment être testé. Il y a beaucoup de questions qui se posent du côté de la FIA pour les différents circuits grade 1, grade 2, grade 3, hein, parce qu'on va parler de certains circuits de Formule E grade 3 aussi qui sont à la limite du grade 3. Mais bon, tant que ça paye et tant qu'ils doivent accueillir des courses, ils ont tout le temps le grade, c'est comme ça. Bah c'est ça, à titre personnel, moi j'ai beaucoup rigolé avec la situation du Grand Prix d'Inde en moto, sur un circuit qu'on connaissait déjà en F1 il y a plus de 10 ans, donc c'est un circuit, on se dit il est aux normes, etc. Mais il y avait des ajustements pour la moto, ça s'est fait la veille ou l'avant-veille du départ du week-end, donc moi ça m'a, à titre personnel, beaucoup fait rire pour d'autres raisons. Mais là ici c'était pire, parce que au final le circuit il n'y a pas eu de question sur l'homologation, c'est un circuit qu'on connaissait déjà, sur lesquels on a roulé en 2021, sur lesquels il y avait eu des problèmes de crevaison. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de pilotes qui ont crevé. Je pense que Perez, typiquement, a fait partie de ces pilotes qui a eu sa course ruinée par une crevaison. Et là, on vient sur un circuit avec des vibreurs énormes, mais des vibreurs, on n'a jamais vu ça. Les pyramides, là, à l'œil, tu vois que ça défonce les pneus. Comment est-ce que la FIA peut attribuer, hormis les problèmes d'argent, comment la FIA peut attribuer une certification grade 1 à un circuit comme ça? Moi je comprends pas. Et ce qui me dérange le plus, c'est quand après la journée du vendredi, on décide dans les virages 12, 13, 14 d'enlever 60 cm de largeur de piste pour ne plus que les pilotes aillent sur les vibreurs, et donc on peint une nouvelle limite, etc. Donc c'est très bien, on donne 10 minutes de plus aux pilotes. Là-dessus, chapeau, parce que je pensais pas que la FIA dirait un jour on modifie en dernière minute et on donne du temps aux pilotes. Pour moi, c'était quelque chose qui était possible en MotoGP, qu'on a déjà vu, mais je pensais pas que la FIA avait cette flexibilité-là, donc là c'est très bien. Mais par contre, on modifie un circuit connu, on le modifie en cours de week-end, un peu à l'arrache, et on voit que ça pose des problèmes de track limit, etc. Et après la course du samedi, après le sprint, on dit bah attention, les relais vont être limités à 17 tours. Au fait, vous avez vu MDR, c'est pile poil le tour qui manque à chaque fois pour faire que 2 arrêts et obliger 3 arrêts.
Donc pour influencer la stratégie, tu ferais pas mieux. Et donc tout ça c'est dommage parce que ça décrédibilise et on a des discussions à rallonge sur les limites de piste. On en a parlé en long, large, en travers en Autriche. On se répète le débat là ce week-end et quand tu regardes la liste des temps annulés, c'est ridicule. On a Perez qui se prend 3 pénalités, je crois que Gasly il en prend 2 aussi. Stroll pas mieux, enfin c'est ridicule quoi. Moi j'en ai marre d'avoir ces débats sur les limites de piste. Je leur dis encore une fois, mais une bande d'herbe, une bande de gravier, et après vous mettez ce que vous voulez et on n'en parle plus. Et les pilotes, s'ils veulent aller au large, ils vont au large. Et voilà quoi. Je préfère à la limite l'approche de l'IndyCar ou de la NASCAR, ou même de la F1 il y a 20 ans. Hein, quand on regarde les courses en Autriche il y a 20 ans, sur la One Ring, regardez, ça sort très très large au premier virage. Mais à la limite, l'IndyCar, la NASCAR, c'est la barrière à la limite maintenant. Vous coupez pas les virages à l'intérieur, encore que sur l'avant-dernière course d'IndyCar, on a vu que la première chicane était pas mal coupée. Mais derrière, voilà, vous allez aussi loin que vous voulez. Si ça vous fait aller plus vite, ça vous fait aller plus vite, puis basta. Et on n'en parle plus. Et on se pose pas la question de oui, mais il a 2 cm de trop. Ouais, mais en fait, quand tu regardes avec l'angle de machin vu du dessus, 45 degrés et tout, il a le pneu dessus, mais sur le bord de la ligne blanche et ça passe. Donc ça il faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je suis plus fan de ta première solution que la deuxième parce que ça peut donner des excès comme aux 24 heures de Spa l'an dernier où tu sortais vraiment très très large et la piste ne rimait plus à rien avec les GT3. Mais c'est un débat, oui, qu'il faudra mener. Non mais je suis d'accord, j'aime pas trop. Quand on regarde les courses US, j'aime pas trop voir les pilotes sortir hyper loin. Typiquement, je pense surtout au dernier secteur à Austin là, où on les voit aller très 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 loin, que ce soit en NASCAR ou en IndyCar. J'aime pas ces images parce que effectivement la piste ça devient une suggestion de présentation et ça m'embête un petit peu. Donc oui, moi je suis partisan des solutions physiques qui pénalisent vraiment et le pilote qui a envie de prendre plus de risques, soit ça va payer, soit ça va le pénaliser. Mais par contre, il faut pas que ça soit des boudins, il faut pas que ça soit des vibreurs comme ça qui cassent les voitures, parce que ça devient dangereux, parce que tout le monde va essayer de s'approcher de la limite, et celui qui va la dépasser, il va finir dans le mur. On l'a vu, par exemple, en F3 à Monza il y a quelques années, on l'a vu en Autriche en F1 il y a aussi quelques années, où on cassait toutes les voitures. Ça, c'est dangereux, et ça, on n'en veut pas. Enfin bon, les histoires d'homologation de circuit, on n'en parlera plus pour cette année. Ah bah si, puisque dans un mois et demi, on va retourner dans un grand n'importe quoi à Las Vegas. Quand on va lancer les travaux, nul doute que ce sera prêt à temps et que le circuit sera bien homologué comme il faut encore une fois. Là, on est parti sur du Jeddah 2021 en termes de travaux. Donc c'est magnifique. Nous verrons ça en temps et en heure. Avant ça, nous aurons un triple header de circuit un peu plus conventionnel. Et puis des beaux circuits. Des beaux circuits, absolument. Des beaux circuits, sauf un. Je ne dirai pas lequel. Moi, mais circuit mexicain, je suis pas fan. Tu vois, ça fait partie des circuits que j'aime bien parce que t'as ces circuits avec ces longues lignes droites, ces sections beaucoup plus sinueuses, etc. J'aime bien. Ça dépend un peu des années, et des fois on s'embête un peu, des fois les courses sont bien. Moi je l'aime bien. Il a un truc, il y a l'ambiance, il y a tout ça, il y a un truc. Il y a l'ambiance, ça je te le reconnais, le reste moins, mais l'ambiance je te reconnais. Oui. Mais bon, on verra tout ça en temps et en heure. Merci Thomas pour cette émission. Merci à toi Clément. Qatar, qui était plus excitant que ce qu'on a cru. Ah bah alors là oui, pour le coup, au Qatar là on a un contrat de 10 ans. C'est 10 ans sur ce circuit. Moi j'avais cru comprendre qu'on devait changer de circuit à un moment. Je sais pas exactement comment ça on a un contrat de 10 ans au Qatar, mais alors pour l'instant c'est sur ce circuit. Moi j'avais compris qu'il y avait que 2021 à Losail et que le reste était sur un nouveau circuit. Mais comme cette année on était toujours à Losail, j'ai pas tout compris. Je sais pas, il faudra qu'on se repenche là-dessus. D'accord. Mais nul doute qu'avant la fin des 10 ans, on sera dans le centre-ville de Doha, je n'en doute pas. Oui, tout à fait. C'est sur ces belles paroles qu'on vous laisse, messieurs, dames. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le triple header dans pas longtemps, dans moins de 2 semaines. Une pause, ça fera du bien avant d'enchaîner 5 Grands Prix en 6 semaines. C'est clair. Merci à tous de nous avoir écoutés. À plus. Salut à tous.